j'avais libellé le sujet de cette petite conversation d'une heure. Peut-on encore dessiner la ville? Parce que dans la séquence, ça me semblait assez important que de reconnaître avec une phrase que j'ai trouvée sur le site de Densipédia, donc de Espace Suisse Central, qui dit dans un document qui s'appelle « Comment développer vers l'intérieur cette impulsion pour l'avenir ». C'est assez intéressant à aller voir là-dessus. Je crois que dans le cadre de la révision de la LAT, Espace Suisse a obtenu un mandat pour accompagner et sensibiliser au développement vers l'intérieur. Et ils disent « L'expérience montre que les règles strictes facilitent dans les faits la réalisation de projets médiocres, car elles se bornent à éviter ce qui n'est pas souhaité. » Et donc, c'est un peu la question des règles, la conclusion un peu des règles, parce qu'elles sont souvent médiocres, ou qu'elles poussent aux projets médiocres. Et puis, quand on voit dans le hall ici des projets qui datent de 1930, donc qui précèdent l'adoption du premier plan d'extension de la ville, il y a des projets très variés, il y a des projets qui sont très dessinés, des projets qui sont du zoning, clairement, avec une logique qui est basée sur une époque où il y avait un cœur de Renan extrêmement concentré, et puis pratiquement rien autour, donc très concentrique comme développement, avec des projets qui sont très dessinés sur le vide, certains très dessinés sur les zones d'implantation, ce n'est pas encore des formes urbaines, mais quelques projets qui présentent des formes urbaines, et puis d'autres qui font du zoning comme finalement le plan d'extension le prévoit, c'est-à-dire des zones, des règles par zone, et puis c'est tout. Et puis la question qu'on peut se poser, et que je vous propose de vous poser, c'est celle du dessin de la ville. Alors, j'ai parlé du plan de Bâle, par exemple, où il y a une sorte de plan sectoriel sur l'ensemble de la commune, où tous les gabarits sont fixés. Est-ce que c'est ça, dessiner la ville? Il y a des projets qui ressemblent beaucoup là au plan Braillard, qui date aussi, je pense, des années 30, et puis qui dessine la ville en partant de postulats très forts sur les trames vertes, par exemple, ou sur les espaces publics. Est-ce que c'est encore d'actualité que de vouloir dessiner la ville alors que la ville est faite? Est-ce que la ville de Renan est une ville finie? Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut dessiner dans ce cadre-là? Quel est le rôle des urbanistes dans ce cadre-là? Et puis, dans le cadre de la révision du PACOM, qu'est-ce qui reste finalement à dessiner? Quel travail il reste aux urbanistes? Puisque finalement, ce n'est pas juste de la gestion quotidienne, avec des questions qu'on doit se poser à une toute autre échelle que celle de la ville. Question ouverte. Voilà, je crois que j'ai posé plusieurs questions assez sympathiques, ouvertes, et puis que je me réjouis de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question-là. Xavier Fischer, par exemple. Bien, merci pour la question. Bon, c'est un sujet vaste. Disons, je commencerai un petit peu par un petit recul théorique, et puis après j'essaierai d'arriver assez vite dans des choses très pratiques. Mais dans la question du dessin de la ville, je pense que c'est quelque chose qui anime depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai mis le petit doigt dans l'architecture et dans l'urbanisme, le débat, et puis qui est aussi en arrière-plan, comme le principe de la liberté et puis la réglementation, qui anime le débat au sein des architectes, et puis encore plus particulièrement entre les architectes et les urbanistes. Moi, je trouve assez intéressant quand même de parfois se plonger un peu sur les références théoriques. Et puis sur ce sujet, je pense qu'il y a un écrit assez fondamental qui est La règle et le modèle de Françoise Chouet, qui a écrit ça dans les années 80, donc ça date quand même un peu, mais c'est complètement d'actualité par rapport à ce thème, tant et si bien que cette question, elle sera, je pense, jamais résolue. Pour faire simple, disons, le thème de Françoise Chouet dans cette approche, c'est de comparer et confronter en fait deux visions, disons un avènement en fait de la théorisation de l'urbanisme au 15e et début du 16e,
en confrontant les écrits de Leon Battista Alberti, qui parlent en fait de la règle, et de ce qu'on pourrait croire assez étonnant comme comparaison, mais de l'utopie de Thomas More au début du XVIe. Et puis en fait, précisément, disons, l'utopie en fait est basée sur un modèle a priori fini, dessiné, comme on en a eu d'autres après, hein, le fouriérisme, les phalanstères, etc., à l'échelle de l'architecture aussi. Alors que l'approche albertienne, eh ben, elle est basée sur des principes, sur des règles qui peuvent se décliner de plein de manières, qui partent de l'architecture, mais aussi du territoire. Donc voilà, après, ma conviction, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas dessiner la ville, mais on ne peut pas non plus faire des règles sans dessin. Or, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est-à-dire que je pense que comme urbaniste, disons, on doit aborder la ville avec une préoccupation sur le dessin, et puis là j'insiste, le dessin avec IN et le dessin avec EIN. Joli. Donc en fait il s'agit, le dessin pour lui-même il n'a pas de sens si justement il ne sert pas à un dessin qui est un devenir, en fait une vision. Maintenant, si je fais un pas de côté, et puis que je viens, par exemple, disons, Renan d'aujourd'hui, ben, la ville, on peut dire, elle est finie dans le sens quantitatif. Ben, fort heureusement pour nous tous, pas seulement pour les architectes et les urbanistes, mais elle n'est pas finie parce que c'est un organisme vivant. Alors je pense qu'à Renan, l'Ouest lausannois en particulier, par son époque et puis sa rapidité d'urbanisation, ben c'est un collage de plein de choses, de figures, de structures, d'objets qui sont très différents. Et je trouvais assez étonnant, voire curieux, en fait, la question que posaient tout à l'heure Christian et Yves sur le problème, en fait, de la limite de la zone. Parce que moi, un peu naïvement, en regardant le plan d'affectation de Renan, puis en regardant le terrain, ben, je vois plus de limites à l'intérieur des zones qu'entre les zones. Dans les contextes bâtis, et puis que si on doit intervenir sur un endroit, on est vite confronté à qu'est-ce qui se passe autour, et on a à peu près sur les 4 côtés de la parcelle ou d'un petit secteur, on a des situations complètement différentes, que je considère moi comme plutôt une richesse. Parfois c'est un peu un problème, mais disons, a priori, je pense que c'est plus intéressant de le considérer comme une richesse, une particularité de Renan. Donc maintenant, si je reviens à la question du dessin, ben, c'est effectivement plus compliqué de faire un dessin dans ce contexte. Puis sur quoi on s'appuie pour donner... Le dessin, logiquement, il doit donner du sens, de la lisibilité, une identité. Je pense que tout un chacun qui habite dans la ville, c'est aussi le sens du vivre ensemble en ville, c'est de pouvoir se reconnaître dans une identité. Alors pour beaucoup de gens, l'identité, c'est pas nécessairement la forme des choses, c'est plus le vécu. Mais ça fait rien. Je pense que la forme, elle est importante. C'est un élément assez stabilisant, sécurisant, un peu dans différents sens du terme. Donc en tout cas pour moi, je sens une responsabilité d'apporter un peu de calme et de lisibilité de lecture, disons, dans l'espace. Alors aujourd'hui, je pense que ça a été un peu ressorti des discussions précédentes, mais l'enjeu, il est bien sûr, quand on fait un règlement sur ce qu'on peut faire ou pas faire dans une parcelle, mais en fait l'enjeu majeur au niveau du dessin, il est sur le vide et sur l'espace public. Et puis ça, je pense que on n'est pas en train d'inventer ça. Hein. La préoccupation d'espace public, elle a commencé à émerger fortement dans les années 90, on peut dire. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus faire des projets urbains. D'ailleurs, souvent, on les fait à partir de l'espace public, heureusement. Donc, mais par contre, du point de vue des règlements, des plans d'affectation, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Voilà, je ne dis pas qu'on invente quelque chose, mais il y a déjà des exemples, mais qui est en train d'émerger. Puis, je dirais, pour nous, dans notre approche
du PACOM de Renans, c'est un fil rouge assez fondamental. Et ce qu'on trouvera intéressant, je parle au pluriel parce qu'on est en train de démarrer, de tâtonner là-dedans, c'est de confronter une réflexion sur des surfaces. Alors on peut appeler ça des zones, à un moment donné il faut définir des périmètres dans lesquels on fixe des règles, et puis des structures et des éléments qui les relient, qui les traversent, et puis je pense que c'est le sens, en fait il est plus là. Voilà, je dirais un petit peu comme première réaction. D'accord, magnifique. Très jolie citation. On ne peut pas dessiner la ville, mais on ne peut pas faire de règles sans dessin. Je l'ai noté, et je pense que ça fera partie de la synthèse de la démarche participative dimanche soir dans mon petit spectacle. Je citerai Xavier Philippe, bien sûr, et je préciserai après dessin EIN ou dessin IN. Et je passerai pour un héros. Ouais, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, mais... je ne connaissais pas l'autre. Très bien. Christian, et toi, qu'en penses-tu de cette question du dessin? Alors, tu as posé la question, peut-on encore dessiner la ville? Moi, je réponds, on doit de nouveau dessiner la ville. Avec ou sans règles. Mais on doit le faire. La Rome baroque a été dessinée. Nous trouvons ça génial. Braillard a dessiné Genève. Nous trouvons ça génial. Auguste Perret a dessiné Le Havre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je trouve ça génial. Alors tout le monde va vivre ou veut vivre dans ce type de villes qui ont été dessinées. C'est une haute qualité de vie. À Berne, c'est là où on paye les loyers les plus chers. C'est le plus recherché de tout. Donc, c'est une bonne manière de faire. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est en tout cas une bonne manière de faire que de dessiner. Alors, quelle ville nous voulons à discuter encore. Moi, quand je regarde un peu les décennies que j'ai comme expérience, comme urbaniste et comme architecte, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers 50, 60, 70 ans? On a fait du chaos. Je ne connais pas de nouvelles villes où on dise on se sent bien. Je ne connais pas. Alors, pourquoi? On a fait des plans de zone. Tout le monde connaît les plans de zone. On a réglé le type d'affectation, on a réglé la quantité de mètres carrés. On a peut-être mis un petit article qui dit il faut que ce soit beau. C'est un petit peu bateau. Il faut une bonne intégration au site, d'accord? Et on a surtout construit auf der grünen Wiese, comme on dit, c'est-à-dire du neuf. Et alors chacun à sa manière. Pas de règle. À part la quantité et l'affectation, puis c'est tout. Alors, cette image qu'on a depuis 70 ans, moi j'aimerais pas la continuer. On n'a jamais dessiné. On n'a fait que des règles. Alors aujourd'hui, on n'a plus de terrain. Il semble qu'à Renans, ce soit effectivement le cas. On n'a plus de terrain où on peut mettre en zone. Alors on doit construire dans du déjà construit. C'est-à-dire on doit densifier l'existant, on remplit les trous, là où il y en a encore, on démolit et reconstruit, etc. Alors l'urbanisme n'est plus en 2 dimensions, mais en 3. Jusqu'à maintenant, les plans de zone, c'était 2 dimensions. C'est les géomètres qui pouvaient faire ça. J'ai rien contre les géomètres, mais ils n'ont pas la formation des architectes en 3 dimensions. Donc la 3e dimension, elle est nouvelle dans notre urbanisme. En tout cas, depuis 70 ans. Ce n'est plus une question du combien et de quoi, sinon du comment. Jusqu'à maintenant, c'était combien et quoi, et maintenant, c'est comment faire. L'aménagement devient de l'urbanisme. Jusqu'à maintenant, on a fait de l'aménagement, on a fait des calculs, des machins, des statistiques, etc. Maintenant, ça devient de l'urbanisme. Et l'urbanisme, ça se dessine. Ça ne se fait pas qu'avec des mots.
Ça devient en 3 dimensions. On ne peut pas écrire en 3 dimensions. On doit le montrer, on doit le dessiner. Donc on parle de volume, on parle d'espace non construit, parce que si on parle d'espace non construit, il existe seulement à partir du moment où on a construit quelque chose autour. Parce que sinon c'est le paysage. Alors, quand on commence à définir les espaces non construits, c'est tout aussi important que de définir les volumes qui les définissent. La nouvelle manière de planifier montre que ça revient un tout petit peu à la mode. On a fait une visite justement avec Espace Suisse Romande l'autre jour à l'Antillère, à Crissier. C'est la ville dessinée, il y a plusieurs architectes qui ont construit dedans. À la ville de Aarau, où j'ai participé moi-même à l'aménagement, on a dessiné la ville avec des volumes pour montrer où c'est que ça va se transformer, parce qu'elle va se transformer, la ville. Renan va se transformer. Si on fait quelque chose, parce que sinon on ne peut rien faire. Et à Soleure, on a vraiment dessiné les parties de ville qui vont être transformées. Il y a des parties qui ne seront pas transformées. Les zones de villa qu'on reste, comme zone villa, on peut peut-être densifier un tout petit peu, mais en fait, ça reste des zones villa. Là, il y a peut-être à régler justement l'espace entre la façade et la rue. Ça a été déjà dit cet après-midi, c'est clair. Mais pour ça, il y a un très beau quartier à Wallisellen, le Richti Areal, je ne sais pas si vous connaissez, de Lampugnani comme urbaniste, mais là, il y a 4 ou 5 différents architectes qui ont construit dedans. Mais c'est la ville, il a dessiné la ville. Et pour dessiner la ville, il faut avoir une vision. Alors la vision, est-ce qu'on appelle ça plan directeur, planification directrice, je ne sais pas comment, différentes manières, mais il faut avoir une vision à laquelle on peut se raccrocher pour faire le dessin. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut un dessin pour faire le dessin. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Ça veut dire que la densification de la ville existante, elle existe. Déjà, Madame Koch, à l'époque, elle a dit Zürich ist gebaut. C'est devenu en Suisse alémanique un mot que tout le monde connaît. Mais ça signifie transformation. Moi, je ne suis pas d'accord que c'est gebaut. Wird gebaut. Non, elle se transforme toujours. Depuis des siècles, ça s'est toujours transformé. Alors, cette transformation, il faut savoir dans quel sens elle veut aller. Est-ce qu'on veut, combien on veut dessiner, on veut densifier, etc. Dans la ville de qualité, il n'existe plus de no man's land comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en général, les centres de ville sont définis. Tout le monde aime et tout le monde trouve c'est bien. Et tout le reste, c'est du no man's land. Chacun a fait ce qu'il voulait. Et on ne sait pas si on est la ville, on est la campagne, on n'est ni l'un ni l'autre. C'est un petit peu n'importe quoi, justement. Alors maintenant, il faut que les aménagistes deviennent des urbanistes, que les architectes se mêlent de nouveau à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire à l'urbanisme. Mais ce n'est pas chacun pour soi. Aujourd'hui, dans les villes, chaque architecte fameux qui construit un monument, il dit, voilà, il est vachement intégré. Mais quand je vais aller voir ces monuments vachement intégrés, moi je trouve comme urbaniste qu'ils ne le sont pas du tout. Alors il ne suffit pas de faire de la bonne architecture pour avoir un bon urbanisme. Ça ne suffit pas. Alors il faut avoir le courage d'avoir une vision. C'est un courage politique, mais c'est un courage aussi d'architecte et d'urbaniste. Cette ville qui est dense, elle a une autre qualité d'habitation avec les cours intérieurs, avec les espaces publics et les parcs, etc. Tout ça, ça fait partie de la vision. Et je dirais, pourquoi les urbanistes essayent désespérément de trouver de nouvelles formes qui ne fonctionnent pas aussi bien que celles qu'on connaît. Parce que si je vois maintenant l'Antillais, si je vois maintenant Richti, etc., c'est des formes connues. Et elles marchent. Et les gens se trouvent bien là-dedans.
Alors que dans tout ce qu'on a fait dans les 70 dernières années, ils ne se sentent pas vraiment bien. C'est peut-être un bel appartement, mais en fait, ils ne se sentent pas en ville, on n'est pas en ville. Alors, heureusement qu'on revient un tout petit peu à ça, et j'espère bien qu'on va continuer à s'imaginer comment on peut améliorer ce système. Je ne dis pas qu'il n'est pas figé, mais on peut certainement réfléchir pour le faire encore mieux ou de l'adapter aux différentes situations qui existent dans nos villes. Alors il faut commencer de nouveau à dessiner la ville, et ayons le courage. Magnifique. Alors il y a peut-être d'autres thèmes qui ont été discutés cet après-midi qui m'intéressent beaucoup, c'est les plans directeurs, c'est la commission d'architecture et d'urbanisme. C'est deux sujets qu'on pourrait peut-être dans la discussion générale reprendre. Bon, mais on va reprendre, c'est promis. Ce que je trouve intéressant dans votre approche, sans que vous êtes concerté, ou bien alors vraiment... Du tout. Non, merci. On a un petit peu la même expérience, je crois. C'est la magie C'est l'âge. En fait, voilà. ça renvoie à un vrai débat fondamental qui est celui, la façon dont Aldo Rossi aussi décrivait la composition de la ville autour d'un dessin, mais autour de règles, c'est-à-dire les règles les règles de ce qui nous relie, c'est-à-dire des règles communes à tous, qui renvoient d'ailleurs à des questions qui ont été abordées tout à l'heure, c'est-à-dire l'individu face au collectif, et dans ce rapport, les règles définissent la façon dont on va vivre ensemble, et puis l'architecture, elle sera l'expression de la façon dont on sera individuellement par rapport à notre réalité propre. Ce conflit a été théorisé par Bernard Huet dans un texte très joli, dont j'ai un exemplaire, mais je ne sais pas s'il est très diffusé, qui s'appelle « L'architecture contre la ville », où en gros, lui, il oppose le rôle des architectes et le rôle des urbanistes. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que tu dis, Christian, par rapport à les aménagistes doivent devenir des urbanistes, en gros. Parce que c'est vrai que, pour moi, quand tu t'es décrit comme ancien urbaniste de Fribourg, je dis, tiens, c'est bizarre, parce que Fribourg, c'est un canton, donc c'est forcément un aménagiste. Et Alain Beuret, même chose. Ancien urbaniste du Jura. Jura, c'est pour une ville, le Jura, ça s'aménage, quoi. Et ce qu'il y a là derrière, ce que je ressens, c'est, en gros, on fait des tâches et on est urbaniste, on est aménagiste, et puis quand on dessine, on est urbaniste. Donc l'opposition règlement, tâche, zoning pour les aménagistes, et tu dis, ils doivent devenir des urbanistes, si je traduis un peu, en disant, voilà, maintenant, fini ce zoning, maintenant on passe, ou cette affectation par zone, finalement, à l'échelle d'un canton, quand on attribue des zones à densifier aujourd'hui, ou quand on dit qu'il y a des zones à préserver, comme la zone agricole, on fait de l'aménagement, puis ensuite, quand on fait du dessin, on fait de l'urbanisme. Ou bien. Moi je ne dis pas que c'est moi qui définis ça, mais c'est la loi, en fait, sur l'aménagement du territoire, qui dit « fini les mises en zone, maintenant on densifie vers l'intérieur ». Bon, on le prêche depuis toujours, c'est pas nouveau en fait, mais maintenant c'est devenu vraiment la loi que tout le monde accepte. Le peuple l'a accepté. Alors maintenant, en fait, c'est la loi qui dit maintenant, vous ne faites plus de la zone à bâtir nouvelle, sinon vous utilisez celles qui sont déjà là, elles sont construites. Donc on doit devenir des urbanistes. Oui, le problème c'est qu'on dessine une ville qui a été faite pendant ces 70 années qui te déplaisent. On a fait cette ville. Donc maintenant, on doit dessiner, mais avec ce patrimoine-là, en définitive. Donc, on doit densifier cette ville, on doit la développer vers l'intérieur, mais, j'irais pour caricaturer, parce que c'est pas ce que tu as dit, mais on pourrait dire, elle est tellement nulle, cette ville, que vaut mieux faire de la tabula rasa. D'ailleurs, toutes les opérations, les premières opérations de Zurich entre 2000, je vais dire peut-être une erreur, mais 2005 et 2015 à peu près, c'est 8000 nouveaux logements, ou 10 000 nouveaux logements construits en 8 ans. C'était surtout du Ersatzneubau. Donc on démolit, on construit, et puis il y a plein de projets, plein de concours et tout, puis il y a une tendance un petit peu différente. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de détruire cette ville, ou est-on obligé de détruire cette ville pour dessiner la ville?
pour faire de l'urbain, ou est-ce qu'il y a une possibilité de raccorder cette ville qu'on pourrait considérer, je sais pas, comme adolescente, puisqu'il y a plein de morceaux qui restent un peu partout, et puis de refaire un lion et tout, puis c'est un petit peu l'objet de votre travail à Renan, parce qu'on est vraiment en plein là-dedans ici. Donc, est-ce que c'est faisable, ça? Ou est-ce qu'on est obligé par détruire et recommencer? Bon, c'est une question et en même temps c'est un sujet, parce que c'est un sujet que je pense qui devient vraiment actuel. Et je trouvais intéressant aussi la réflexion d'Yves tout à l'heure. Est-ce que, entre guillemets, je force aussi le trait, est-ce qu'on a le droit de démolir aujourd'hui en prenant en compte, disons, les enjeux de notre avenir en termes de gestion des ressources et de l'énergie. Alors voilà, c'est un raccourci, mais disons, c'est un raccourci, je pense, qui est salutaire par rapport à l'autre raccourci intellectuel qui est celui qui a prévalu à peu près depuis, je dirais pas depuis l'après-guerre, parce qu'après-guerre on a construit beaucoup, puis en gros depuis les années 70, voilà. Alors, dans les années 70, il y a eu aussi cette grande question de la tabula rasa, qui était notamment, chez nous, disons, un des grands événements qui a marqué ça, c'était la Sud Serra, le projet sur la Sud Serra à Winterthur, sur lequel Corbeau a fait un texte d'ailleurs assez fondamental. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, d'une part, du point de vue de la gestion des ressources, c'est extrêmement important de se préoccuper du maintien, de la transformation, du recyclage du bâti existant. Et puis on voit aussi que dans les quartiers, alors moi j'ai un peu la même sensibilité que toi par rapport à ces projets dessinés, mais je suis par contre pas tellement sûr que tout le monde trouve horrible de vivre dans les autres quartiers. Et si je prends alors un exemple typique de Renan florissant, que je pense que tout le monde connaît plus ou moins, typiquement c'est un quartier qu'aujourd'hui on ne dessinerait pas, mais que les gens voudraient pas qu'on change. Alors, pour, je pense, plein de raisons. Mais toujours est-il que c'est quand même un révélateur, disons, qu'il y a quand même un attachement, peut-être la crainte du changement, bêtement, ça c'est peut-être un autre facteur, mais ça fait rien, c'est quand même à prendre en compte. Donc aujourd'hui, on a un territoire qui est très composite, des fois chaotique, que je pourrais qualifier de chaotique. Et là-dedans, comme je disais, on essaye de recréer un petit peu du sens, du calme, de l'ordre. Mais ce n'est pas un ordre unique. Et puis cet ordre, on ne sait pas très bien comment il sera, mais je pense que le rôle maintenant du dessin de la ville à l'échelle d'une ville, d'une commune, c'est de donner quelques directions stratégiques, des pistes, nécessaires et suffisantes, comme dans un axiome mathématique, pour faire aller les projets dans la bonne direction. Après, ils seront bons, ils seront mauvais, ça c'est encore une autre question. Puis, après, il y a peut-être des secteurs, certainement qu'il y aura des secteurs dans lesquels on peut faire des projets dessinés, en transformation, en démolissant une partie ou toute, ça certainement. Mais en fait, ce ne sera jamais dessiner la ville. Parce que la ville, ça va rester une addition de choses. Et moi, je trouve que c'est pas si mal, en fait. Ouais. Moi, j'étais assez radical dans ce que j'ai dit, c'est clair. Mais il faut être, au départ, un peu radical pour pouvoir, après, commencer à travailler la chose un peu plus en détail. Alors, c'est clair, pas toutes les villes et tous les endroits de la ville sont mauvais. Mais c'est l'art, maintenant, de l'urbaniste, que de voir où ça fonctionne bien, et où ça fonctionne moins bien. Et on peut, je suis d'accord avec toi, on ne va pas dessiner Renan du début à la fin, chaque parcelle, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne fait pas de sens. D'ailleurs, on n'aurait pas le temps, c'est pas possible. Mais il y a des il faut maintenant chercher quels sont les endroits où on peut, où on doit peut-être même transformer, et de quelle manière, et quels sont les endroits où on peut laisser en calme. Ils sont bien, pas de problème. Mais est-ce qu'on est d'accord sur ce qui est bien et pas bien? C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, le débat sur la qualité de ce qui fonctionne bien, par exemple, parce que vous avez l'air d'être super d'accord,
Ce qui est cool, parce que moi j'ai l'impression d'être d'accord avec vous. Donc on est d'accord. Mais la question de ça, par exemple, quand on nomme une commission d'architecture ou d'urbanisme, et puis qu'on dit, bah voilà, on réunit des gens qui auront peut-être d'ailleurs des profils différents. Est-ce qu'eux, ils seront tous d'accord, ils se seront mis d'accord, sur cette vision, ce dessin, qui a plutôt une portée, une vocation politique, on décide que la ville maintenant c'est comme ça, et puis il y a un peu des grands trends, et puis la question du débat sur la qualité. Finalement, tout le monde parle de la qualité, il n'y a pas un séminaire d'espace suisse qui ne dit pas qualité quelque part. Densité, densifier, mais avec qualité, la densité et la qualité de la densité, enfin c'est toujours la qualité. D'ailleurs, ça s'oppose souvent à la densité, comme s'il y avait une sorte de linéarité entre densité et qualité, puis qu'il n'y avait pas une constellation d'autres questions autour. Mais sur cette qualité, est-ce qu'on est d'accord? Parce que moi j'ai l'impression que vous avez une vision très claire, et très, on va dire, rossienne, huatiste ou baptististe, donc très, on va dire, de la ville traditionnelle, de la ville à partir de l'espace public, etc. Et puis, assez anti-moderniste, assez anti-corbusienne plutôt. C'est par exemple ce qu'on voit là, sur ce plan-là, j'ai l'impression que c'est pas ça. Et donc, il y a une vision un peu carrée comme ça sur ce dessin EIN, et donc sur ce qu'on aimerait bien abandonner. Mais est-ce que ça, c'est vraiment partagé? Est-ce que le jour où on nomme une commission d'architecture, il y a une sorte d'implicite qui fera qu'on n'a pas besoin d'en parler, on est d'accord? Ou bien est-ce que justement, c'est tellement implicite que finalement, à force de ne pas mener ce débat, on dit qualité, mais qu'on ne sait toujours pas de quoi on parle? Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas d'accord. Et puis, encore une fois, c'est pas si mal. Parce que moi, je considère que la ville, et puis en tout cas mon métier, c'est un travail collectif. Il y a des gens géniaux, c'est très bien, mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de projets géniaux que tout le monde trouve géniaux et qui sont tellement géniaux à vivre et puis après on ne peut pas les répéter. Ils deviennent moins géniaux. Mais voilà, c'est un processus collectif. Et un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire que si aujourd'hui on fait des démarches participatives, je pense que ce n'est pas uniquement par pédagogie et puis pour faire passer les projets, parce que sinon c'est compliqué à la sortie. Je pense que ça répond aussi à une vraie préoccupation, une demande, et puis à l'implication des gens. Alors il y a eu des périodes dans les années 60 aussi, il y a eu des grands mouvements de quartier, etc. Avec, en fait, les diplômes d'archi, c'était des travaux de sociologie, pour donner un exemple. Il n'y avait même pas de projet matériel. Donc voilà. Maintenant, autrement, c'est dans le dialogue, en fait, qu'on arrive à construire des convergences, pour ne pas dire des consensus ou des compromis. Moi, je le vois, alors j'ai fait partie de pas mal de commissions, mais avec des gens assez différents, on n'a jamais tellement eu des problèmes à se mettre d'accord, mais on discute. Au départ, on n'est pas nécessairement d'accord. Au départ, on a des approches de la question qui sont peut-être différentes. Mais voilà, je pense qu'on est tous assez ouverts et intelligents pour entendre des choses. Et puis, c'est peut-être aussi dans notre ADN d'architecte de savoir faire converger un tas de questions pour en faire émerger quelque chose qui est cohérent. Donc, dans une commission, sauf s'il y a quelques grosses têtes impossibles, ou comme dans un jury de concours, il y a quelque chose qui émerge et qui, a priori, est plutôt, pas la vérité, mais disons, c'est plutôt le bon message, quoi. Donc moi, je suis assez confiant pour ça. Et puis, justement, je pense que le bon projet, autant c'est important que quelqu'un dessine quelque chose, qu'il le mette en discussion, qu'il y ait une vision claire et forte, mais qu'elle ne soit pas figée, qu'elle permette après d'être interprétée, travaillée, autant par les architectes ou les ingénieurs ou les architectes paysagistes, etc., que
par les usagers, les habitants. Moi, je suis très d'accord avec toi que ce n'est pas une personne qui décide, c'est la société finalement, c'est le peuple à la fin qui vote la vision ou pas, qui la discute aussi. Et il n'y a pas une vision pour chaque ville. Il peut y en avoir 5, 6, 7. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur une. C'est ça qui est important. Et il faut qu'on se mette d'accord que c'est une bonne vision. Il se pourrait qu'un autre groupe faisait le même travail et trouverait une vision un peu différente, aussi bonne. Alors, pour moi, il n'y a pas qu'une seule vision. C'est pour ça que je disais, si j'étais un peu dur pour dire on connaît ce qui fonctionne et on devrait faire que ça, non. On peut faire quelque chose, on peut faire évoluer les choses, on doit discuter ces visions, mais il faut qu'on se mette d'accord une fois sur une vision. Il ne faut pas la changer tous les 5 ans, parce que sinon, ce n'est pas une vision. Et on commence de nouveau à changer tout, et on n'a pas d'image finale cohérente. Il faut qu'on ait cette vision, qu'elle reste comme référence. Je crois Alain parlait de la référence. Il faut avoir cette référence à laquelle on peut se tenir et à laquelle il y a un consensus politique, social, d'architecture, d'urbanisme, etc. Et ce consensus-là doit être justement le point d'appui auquel on peut tout le temps se référer si on n'est plus d'accord, s'il y a un point qui vient être questionné. Mais si on a cette vision à long terme, elle n'est jamais figée, comme tu dis. Elle doit pouvoir être adaptée, mais pas changer complètement. Et c'est difficile. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que ça m'intéresserait de parler des plans directeurs et de la valeur des plans directeurs. C'est ça, c'est un peu l'objet du plan directeur. C'est un petit peu ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à Renan, il n'y a pas un plan directeur communal. C'est-à-dire que cette vision, elle échappe aux compétences de la politique communale. Alors on peut dire, dans le canton de Vaud, en particulier, mais c'est le cas dans d'autres cantons, les communes ont un poids très important. Il se trouve que là, le plan directeur, c'est un plan directeur intercommunal. Donc, pourquoi pas exactement? Et ça veut dire que, qu'est-ce qui reste comme compétence pour la commune? Surtout que, en même temps, il y a une réflexion sur le futur plan climat et donc un positionnement assez fort pour dire, nous, on va y répondre. Rares sont les communes qui le font, il y en a qui ne le font pas, enfin, la plupart ne font pas de plan climat, et puis ils ne font pas la liaison, et donc sur l'avenir de notre vie ensemble, l'avenir de l'urbanisme, qui répondent à ce constat de l'état de la planète et de l'urgence écologique. Donc, finalement, la vision, Renan pourra avoir une vision assez ambitieuse sur ces questions-là, et puis avoir une vision urbanistique qui serait peut-être un peu en décalage. Alors, j'ai l'impression, en vous entendant, que vous êtes assez pour revendiquer le fait que, enfin, revendiquer le chaos d'une certaine manière. Vous avez dit plusieurs fois chaotique. Non, c'est pour le critiquer, c'est pas pour dire qu'il faut le chaos. D'accord. Non, mais moi, à Berne, j'ai toujours dit qu'il faudrait en fait discuter de l'urbanisme pour le corps urbain, pas pour la commune. Le corps urbain. Alors, le corps urbain, pour moi, c'est toute la surface qui se touche, où les plans de zone se touchent. Alors, ici, ce serait peut-être de Montreux jusqu'à c'est ça. À Renan, je ne sais pas où. Est-ce qu'on peut le subdiviser? Ici, c'est un petit peu plus difficile. La ville de Berne, elle s'arrête après Köniz, c'est fini. S'arrête après Moury de l'autre côté, etc. Donc, mais j'ai toujours dit que ça serait peut-être 7 ou 8 communes qui doivent planifier, avoir une vision d'ensemble urbanistique. Alors, ici, ça... Comment? C'est un peu les projets d'agglomération. Non, parce que l'agglomération, alors, elle part loin dans le pays qui n'a rien à voir avec la ville. Mais les projets d'agglomération, ils sont quand même dans l'espace fonctionnel et... Oui, fonctionnel. Mais pour moi, le corps urbain, ce n'est pas le corps fonctionnel. Si on parle d'urbanisme. Si je prends la dernière commune de l'agglomération de Lausanne dans le Gros de Vaud, je ne sais pas jusqu'où elle va d'ailleurs,
Mais la dernière commune, urbanistiquement, n'a plus rien à voir Ah avec, non, la ville, c'est ça. avec la ville de Fribourg, de Lausanne. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, Et pour plus moi, à voir avec Fribourg d'ailleurs. peut-être. Donc la définition de la ville est aussi quelque chose qu'on peut discuter. Ouais. Ce n'est pas l'agglomération. En tout cas, selon la définition de l'Office fédéral de la statistique, c'est pas ça la ville. Ouais. Ça, c'est clair. Tu disais que tu voulais parler de planification directrice, c'était pour dire ça justement. Et quoi d'autre? C'est d'avoir Jusqu'à maintenant, on a fait les plans de zone. Le plan de zone, Alain l'a dit, c'est au millimètre près. On a grandi, et puis c'est la parcelle, et puis c'est la distance à la parcelle, c'est le centimètre qui compte. Hein. Puis si on a 2 cm de trop, on peut faire opposition, puis on obtient raison en plus. Le plan directeur, il n'est pas comme ça. Il n'est pas précis au centimètre. Sinon, il a une marge de manœuvre. Et ce que les politiciens et surtout les juristes n'aiment pas, c'est la marge de manœuvre. C'est Ça, oui ça, c'est un ou sujet, c'est non. ça, hein. Ouais. Ben, Un gros sujet. On ça. a commencé par là et on Mais est en oui, train de revenir mais à la marge c'est de pour ça que je l'ai manœuvre. noté. Magnifique. La marge de manœuvre, elle est très importante. Et la marge de manœuvre, c'est pas aux juristes, ni aux politiciens, ni au tribunal de la définir, c'est aux professionnels de le faire. C'est clair. Et pour ça, il faut des gens professionnels dans une commission d'architecture, comme on veut. En Suisse alémanique, on parle surtout de la Stadtbildkommission qui juge des projets qui changent l'image de la ville à des endroits importants. Pas partout, mais à des endroits. Il ne faut pas que ce soit partout. Mais ça veut dire que cette marge de manœuvre peut justement permettre des projets qui seraient peut-être, si on applique le règlement à la lettre, pas possible. C'est ça. Et elle n'est pas constituée que d'architectes. Non. Il y a Non. aussi Des paysagistes. Des paysagistes. Oui, bien sûr. Des architectes, peut-être parfois le responsable des monuments historiques. Et peut-être aussi un spécialiste en trafic, une fois ou l'autre, selon de quoi il s'agit, s'il s'agit d'une grande route nouvelle, etc. Des choses comme ça. Mais ce qui fait qu'on pourrait, peut-être faudrait-il changer la loi pour pouvoir le faire, mais de dire, on fait un plan directeur, une vision, on dessine de l'aimant. Moi, j'adore le système de l'aimant. Je l'applique à tous les coups. Chaque fois que je parle de ça, je prends l'exemple de l'aimant. Parce qu'ils ont vraiment dessiné chaque bloc en principe, mais à niveau de plan directeur. Ils n'ont pas mis les cotes. C'est ça. Ils les ont pas dessinés. Ils ont dessiné, mais ils n'ont pas mis les cotes. Ils ont posé le bâtiment comme ça et non pas perpendiculaire, etc. C'est ça le principe. Et après, on interprète. Alors, peut-être qu'il faut une base légale dans une loi cantonale qui dit que si un projet correspond à un plan directeur approuvé, bien sûr, par le canton, par la commune, on peut passer directement à un permis de construire. Et pour savoir si ça correspond, il faut une commission. C'est ça. C'est très simple. Bah voilà. On peut changer la loi, c'est un petit article de plus, et ça y est. Et sans changer la loi. Parce qu'elle n'est pas suffisante. Bon, le canton de Berne, la loi du canton de Berne dit qu'il y a des zones à planification obligatoire. C'est-à-dire on doit faire un plan de quartier. Et ils disent il faut... on peut construire directement avec une demande de permis sans passer par la procédure du plan spécial, etc., si le projet correspond en tout point à un plan directeur. Donc on peut le faire. C'est très simple. Un plan directeur localisé, donc. Oui, bien sûr. Un plan directeur sur le quartier en question. C'est ça. Moi, je suis en train de faire je suis dans un groupe qui conseille pour faire la transformation d'une énorme zone industrielle avec à peu près 300 000 m² de plancher, où on a fait maintenant un workshop où on a fait un plan directeur.
On a mis les volumes, on a dit où c'est qu'on peut augmenter, où est-ce qu'on peut démolir, reconstruire, on a fait l'espace extérieur, etc., Gestaltung, tout ça, un plan directeur. Et on dit à la commune, vous acceptez ce plan, et vous dites dans le règlement, si ça correspond à ça, le plan, vous venez directement avec une demande de permis de construire, et le jury qui a accompagné cette procédure de workshop sera le jury pour juger si ça correspond ou pas. Et il est nommé juste pour cette opération, et ensuite il disparaît. Oui. Il gagne des compétences. Ouais, ouais. Mais il donne un jugement. Oui, c'est pas lui qui approuve. Hein. Mais il donne le jugement si ça correspond au plan directeur ou pas. Et c'est très simple. C'est en fait... ça demande peu de procédure. Parce qu'après, il n'y a plus que, entre guillemets, la procédure de... Et puis si on arrive avec le projet à être conforme au plan directeur que la commune s'est donné, l'intérêt public est rempli. On a ce qu'on voulait. On voulait ce plan directeur. Pas au centimètre près, mais en gros. Et on a dessiné tout ça, bien sûr. Ça me fait penser un peu à une analogie, c'est les commissions de conciliation en matière de baux à loyer. C'est que finalement, ils font une sorte de proposition de jugement. Enfin, oui. D'ailleurs, théoriquement, ils ne doivent pas faire un jugement. Donc ils font une proposition de jugement où ils négocient, c'est-à-dire qu'ils cherchent à discuter. Donc finalement, il y a des questions qui sont ultra juridiques, théoriquement. Et puis, pour ne pas engorger les tribunaux, on cherche à négocier, etc. Ouais. Donc il y a un petit côté comme ça, ou un peu comme les médiateurs qui travaillent dans les tribunaux. Il y avait un envoyé spécial hier sur les médiateurs, vous l'avez peut-être vu. Je vois que Bruno Marchand est là. Je suis là. Non, mais je ne t'avais pas vu, surtout je ne t'avais pas reconnu. Personne ne m'a vu. Donc on va boucler pile à l'heure, mais qui me font dire que peut-être de trouver d'autres processus et d'autres modalités pour peut-être définir ou ne pas avoir à définir ce qui justement doit rester indéfini, pas pour dire qu'il faut du chaos, j'ai bien compris, mais qu'il faut laisser une marge d'interprétation sur ces définitions et ces questions de vision, mais qui permettent effectivement de ne pas aller jusqu'au jugement et donc à l'opposition qui dit c'est le règlement ou pas le règlement. Ce que je trouve intéressant au système de Morsch qui dit on accompagne les architectes dès le départ, dès la première ou avant la première idée déjà. On a fait ça à Berne aussi avec notre commission où j'étais comme urbaniste de la ville, j'étais d'office dans cette commission. On a même réussi parfois à ce que le maître de l'ouvrage change d'architecte. On a même réussi ça. Parce qu'on a, au bout de la quatrième séance, où on n'a pas avancé le public, on a dit, mais écoutez, changez ou prenez un autre qui l'accompagne en plus. Et puis, on a réussi. Et puis après, tout d'un coup, ça a marché. Ah ouais, d'accord. Donc on peut, en les accompagnant, en les convainquant avec des arguments qu'ils comprennent, évidemment, c'est très sensible. Il faut, avec le maître de l'ouvrage, pour qu'il prenne un autre ou un architecte en plus aussi, qui soutienne un petit peu l'autre, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à avancer. C'est parfait. Bon, ce qui est intéressant avec cette manière de voir les choses, c'est que c'est un peu remettre un peu les questions de bonne foi et de bon sens avant les questions d'interprétation. C'est vrai que si vous avez déjà lu des arrêts des différents tribunaux sur la définition du balcon, par exemple, ça fait un peu froid dans le dos quand on se dit « Ah ouais, peut-être que j'aurais pas dû appeler ça balcon mais qu'au-delà de ça, définir ça espace extérieur de qualité ou jubilatoire aurait suffi pour ne pas tomber dans le cadre d'une jurisprudence qui a été voulue par quelqu'un qui a dit « Un balcon, c'est 1,50 m, et puis c'est tout. » On est d'accord. Très bien, merci de votre participation, messieurs. Merci. Et nous accueillons immédiatement Bruno...